La pelouse est une formation végétale ou prairie basse constituée principalement de graminées. Son homonyme, le gazon, bien que contresens, dans la mesure où lui-même constitue ce dernier, symbolise dans le langage courant la même signification. Une herbe rase, plus ou moins verte, qui, selon le climat, change de densité. Ici, aucune différence ne sera faite entre ces deux vocables. S'il me vient à employer le mot gazon, c'est qu'il m'aura semblé juste d'adopter ce dernier. Et à l'inverse, quand il me viendra le plaisir de prononcer le mot pelouse, c'est simplement par opportunisme que je le solliciterai. La pelouse, gazon ou poacé, d'une taille inférieure à 10 cm, peut, selon l'espèce, irriter ou alanguir, exalter ou rafraîchir, se faire entretenir ou garantir un horizon plat. La densité importante de ces brins, qui chérit les pieds et amortit leur accession, favorise la bonne conduite des articulations et les soulage dans leur activité. On comprendra qu'il est bon de s'y promener, de même qu'il est agréable de s'y étendre à la bonne condition d'un gazon bien entretenu. Si le climat est pluvieux, la pelouse sera grasse. Si trop sec, elle en deviendra aride, et si trop aride, une teinte jaune viendra s'étendre aux abords de ses extrémités. Durant l'été 2016, j'ai effectué un travail de jardinier dans le laboratoire de pelouse de l'université de Riverside, en Californie. Ce travail, nommé Lawn Aerator, consistait, comme son nom l'indique, en l'aération des sols pour permettre aux communautés de graminées de pouvoir grandir. Équipé de sandales, sous lesquelles étaient fixées des pointes en acier, et par quoi il me fut requis de marcher, je déambulais sur les parcelles de terre et les perforais selon l'usage à laquelle se prêtait ma mission. Chaque trou pouvait susciter l'émanation d'une tige, et chaque tige pouvait-elle grandir, s'épaissir ou se solidifier sous l'effet de mes perforations. Marchant sur ma parcelle, comme le faucheur de Van Gogh fauche son foin sous un soleil cuisant, je me prenais, moi aussi, pour ce paysan, projeté dans un contexte futur. Comme lui, je cultivais la terre, mais à sa différence, c'était de mes pieds que mon outil prenait son impulsion. Et, alors que le faucheur de blé coupe le foin pour récolter sa moisson, je piétinais sur mon gazon pour faire grandir son sein. Dans un mouvement perpendiculaire, la faux du faucheur, parallèle au sol, vient faucher mon pied qui lui fourre le gazon. Nos efforts se neutralisaient sous l'autorité d'une même sanction, intitulée par Van Gogh « La question du jaune ». Dans l'État de Californie, le jaune faisait depuis l'été 2016 l'objet des plus violents débats. D'un côté, comme pour le peintre, il représentait cette clarté suprême de l'amour, faisant de la plage et du soleil les éléments constitutifs à son action, et de l'autre, il symbolisait le stress hydrique
ce phénomène de rétraction, par quoi les pelouses se mettent à jaunir quand l'eau vient à manquer. Dans le contexte de sécheresse que la Californie connaissait, c'était à cette seconde hypothèse que se limitaient nos instructions. Le jaune, cette couleur typiquement terrestre qui, refroidie par du bleu, prend les tonalités de la maladie, amputait au vert cette passivité que lui avait assignée Kandinsky, faisant de la pelouse le centre des passions. Alors que certains habitants avaient cessé d'arroser leur gazon, suivant les restrictions d'eau que les politiques locales avaient exigées, d'autres, dont l'obsession pour le vert était plus ancrée, avaient opté pour une nouvelle technique dite de peinture sur gazon. Cette pratique, qui consistait en la projection de colorants alimentaires sur l'extrémité des brins d'herbe, permettait un pelage vert, fidèle aux exigences esthétiques du modèle suburbain. Son application, qui nécessitait 2 employés, un camion, un moteur à air comprimé et une turbine par laquelle se projetait le colorant, donnait à bas prix aux clients l'illusion d'une pelouse arrosée. Même dans une cage d'or, le rossignol regrette son bosquet. Si le jaune s'étire, la pelouse se tend, et l'on en vient vite à se souvenir du temps où le vert s'étendait en maître devant son palier. Continuant à méditer sur cette pratique, je me disais que pour pallier à cet état de nostalgie, l'exercice, il est vrai, de la peinture, n'était jamais à négliger. Les lois des couleurs, celles que Goethe avait organisées dans son cercle sous qui ma rétine, comme une palette, mélangeait les pigments, me faisaient interpréter mon travail selon les lois de son traité. J'avais devant moi, pour mettre en pratique sa théorie, tous les éléments nécessaires à son illustration. Les arrosages automatiques qui formaient le bleu et le soleil qui formait le jaune, dont chacun balayait de part en part ma vision, livrait bataille dans le seul but de transformer en vert la chlorophylle de mes graminées. Vous comprenez bien que pour obtenir un vert de qualité, le dosage de ces 2 couleurs, le jaune et le bleu, est extrêmement important. S'il y a trop de jaune, c'est-à-dire de la lumière, un vert asperge viendra à s'exprimer. Alors qu'un excès de bleu, je veux dire d'obscurité, donnera un vert plus sombre qui manquera de rayonnement. L'essentiel étant, comme nous l'enseigne le cercle, d'avoir à part égale ces 2 couleurs pour obtenir le point culminant du vert dans son intensité. À mesure que le vert prenait l'ascendant sur ma rétine et à mesure que les températures jouaient sur mon discernement, j'éprouvais moi aussi un sentiment de fascination pour le gazon. J'étais extérieur aux graminées, mais acteur dans leur génération. Et en tant que touriste européen, je pénétrais dans chaque tige, chaque bourgeon, chaque brin d'herbe, comme on entre chez nous dans nos plus grandes cathédrales, à la fois miroir de la nature et comble de la facticité. Je marchais là, toujours avec mes sandales entre ces 2 conceptions opposées de l'art, avec d'un côté la recherche de la mimésis, dans une imitation fidèle de la nature, et de l'autre, la revendication totale de sa facticité. La pelouse m'a paru comme cette allégorie, ce lieu de recueil duquel naturalistes et artificialistes venaient enfin à se réconcilier dans une même entité, le gazon. « Considérant à présent ma parcelle comme ce lieu de dévotion,
je me rendais compte du chemin parcouru. Ma marche n'était plus seulement qu'une marche, mais le parcours par lequel j'avais été témoin de cette transcendance du gazon. Et, en tant que pèlerin à marcher en son nom, je méditais sur son tronçon ces quelques mots. N'y a-t-il pas deux vers, le vers qui joue avec les mots et celui qui joue avec nos sens, le vers qui éveille nos pensées et celui dont le toucher apaise nos peines? N'y a-t-il pas deux perspectives qui convergent en un point de fuite, lui-même orienté vers la terre? La pelouse est comme le poète, sa parcelle et son île.